Le mercredi 1er juillet 1914, les dépouilles de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg et de la duchesse de Hohenberg arrivent à Trieste à bord du Viribus Unitis, en provenance de Sarajevo, où ils ont été assassinés 3 jours plus tôt. Le lendemain, à 7h45 précise, les 2 cercueils sont placés sur des catafalques installés au bord du Mandrachio. Le cercueil qui renferme la dépouille de l'archiduc est recouvert de son étendard de chef suprême des armées, celui de la duchesse du drapeau de guerre austro-hongrois. L'évêque, Monseigneur Carlin, assisté par le clergé de la ville, célèbre la cérémonie religieuse à laquelle participent les représentants de toutes les autres confessions. À 8h30, un détachement de la garde à cheval se place en tête du cortège. Derrière le cercueil, le prince Hohenlohe, lieutenant, l'amiral Haus, commandant de la marine, M. Valerio, le podestat de Trieste, puis viennent les généraux, les amiraux et les hauts fonctionnaires. Le cortège passe par Piazza Grande, le Corso, via Sant'Antonio, Piazza della Caserma, via Ghega et via Cellini et arrive à la gare méridionale à 9h15. Les cloches des églises sonnent le glas. Les cercueils sont hissés dans le train qui les emportera à Vienne pour les funérailles, puis à Arstetten, où le couple sera enterré. Le train s'ébranle à 9h50. « 46 ans plus tôt, un autre navire, le Novara, ramenait à Trieste la dépouille de l'oncle de François-Ferdinand, Maximilien de Habsbourg, empereur du Mexique, tué par les troupes républicaines. Il fut enterré à Vienne, dans la crypte des Capucins, avec les autres membres de la famille impériale. Maximilien naît le 6 juillet 1832 à Vienne sous le nom de Ferdinand Maximilien. Ses parents sont Sophie de Wittelsbach et François-Charles de Habsbourg. Leur fils aîné, François-Joseph, deviendra empereur en 1848 à l'âge de 18 ans. Un an après la naissance de Maximilien, ils auront un 3e fils, Charles Ludovic. Très tôt, Maximilien délaisse la vie de la cour. Il se passionne pour l'art, la littérature et la botanique. Il vit la plupart du temps au palais royal de Schönbrunn, près de Vienne. Et à 16 ans déjà, il se fait construire un petit chalet, Maxing, à Itzing. À l'âge de 18 ans, Maximilien entreprend son premier voyage en Grèce et en Turquie, qu'il décrit minutieusement dans un journal. Il est vivement impressionné par l'invitation à déjeuner du pacha et la visite du marché aux esclaves à Smyrne.
Tout ce qui est exotique le passionne. Maximilien aime la mer et à 20 ans, il s'engage dans la marine. Après une période d'apprentissage comme officier, il obtient son premier commandement à bord de la corvette Minerva. Il est nommé contre-amiral et commandant en chef de la marine militaire. Il n'a que 22 ans. Par son enthousiasme, il lance la grande saison de l'Autriche en mer Adriatique. Suite à sa nomination au grade de contre-amiral, Maximilien s'installe à Trieste. Il loue la Villa Lazarovitch au flanc de la colline de San Vito. La maison est entièrement restaurée selon ses indications. Il veille aux moindres détails de la décoration sans se soucier du cérémonial de la cour, car il a de la vie une conception plutôt libre. Une grande partie du mobilier le suivra lorsqu'il s'installera au château de Miramar. De nombreuses pièces sont remplies d'objets exotiques, de souvenirs de son voyage en Turquie en 1850. Ces domestiques sont souvent habillés à la mode turque. Un certain Pasquale Revoltella, d'origine modeste, issu de la bourgeoisie marchande de Trieste, est nommé baron après avoir accumulé une énorme fortune. Le 26 février 1859, il inaugure le luxueux palais qu'il va habiter en ville. La présence de l'archiduc est signalée par une inscription sous la balustrade du hall, au premier étage où se trouve l'impressionnante allégorie en marbre célébrant l'ouverture du canal de Suez, dont Revoltella est l'un des principaux artisans en qualité de vice-président de la Compagnie universelle du canal de Suez. L'Égypte est justement un pays qui attire beaucoup Maximilien, qui compte parmi ses collections une collection d'antiquités égyptiennes. L'exotisme est très à la mode dans la riche bourgeoisie du milieu du siècle dernier, qui cultive le goût du pittoresque dans ses intérieurs luxueusement meublés. Maximilien continue de voyager le long des côtes de la Méditerranée, par obligation professionnelle ou en touriste à bord de son yacht, le Fantasia. Il est attiré par la diversité des coutumes, par les musées, les œuvres d'art et la botanique. Il a sans doute déjà en tête le projet d'habiter au bord de la mer et de créer son jardin des merveilles. La tradition veut que durant l'été 1855, l'archiduc, surpris par une tempête, se serait réfugié dans le petit port de Grignano et que, fasciné par le promontoire sauvage, quasiment dénudé, tombant à pic dans la mer, il aurait décidé que c'était là qu'il construirait la résidence de ses rêves.
Il commande un projet de villa à l'ingénieur viennois Karl Juncker en lui demandant une tourelle tournée vers le large et un toit crénelé. Il s'adresse aussi à l'ingénieur triestin Giovanni Berlam qui conçoit un projet de résidence d'été de style néogothique. Après plusieurs courriers, Karl Juncker dessine un second projet qui cette fois satisfait Maximilien. Le château à 3 étages, la tourelle est bien là, avec le toit crénelé et les fenêtres en arc en rond de bosse. Comme le chante l'un de ses poèmes, Das Schloss am Meer, il veut donner vie à une demeure romantique où la nature, la mer et le château entretiennent un dialogue sans cesse renouvelé. Miramar sera aussi pour l'archiduc, amoureux de la nature et fin botaniste, une occasion de réaliser ses talents de jardinier. Au cours d'un précédent voyage au Brésil, entre 1859 et 1860, il avait catalogué et conservé dans un album une abondante série d'Aroideae cueillis dans les provinces de Bahia et de Rio de Janeiro. C'est ainsi que naît le projet de grand parc descendant vers la mer, planté d'arbres provenant du monde entier. Les travaux de construction du château commencent en 1856. En décembre de la même année, Maximilien se fiance à Bruxelles avec Charlotte de Belgique. Madame, la gracieuse réponse de Sa Majesté, de votre auguste père, en me rendant profondément heureux, m'autorise à m'adresser directement à son Altesse royale pour lui exprimer les sentiments de ma reconnaissance la plus cordiale et la plus vive pour le consentement que vous avez accordé à ma demande. Consentement qui assure le bonheur de ma vie. 3 mois plus tard, j'ai profité d'un moment de libre dans mon emploi du temps très chargé pour me rendre vite à Miramar. J'en fus très satisfait. Les travaux avancent vite et bien. J'ai pu donner des instructions précises sur tous les dessins des décorations intérieures et des détails du jardin, et j'espère donc que les travaux se poursuivront bien, sans que je n'aie à m'en mêler personnellement, chose que je ne pourrai plus faire avec mes nouveaux engagements. il fait appel aux décorateurs Franz et Julius Hoffmann, auxquels il fournit des indications minutieuses sur l'ameublement des pièces. Mais il tient à réutiliser le mobilier de la villa Lazarowicz. Tous les objets d'art, miroirs, vases de la villa doivent être utilisés avec goût, de façon à éviter le plus possible de faire de nouveaux achats.
En 1848, à Vienne, son frère François-Joseph est déjà empereur. En 1853, il échappe de justesse à un attentat perpétré par Johann Liebeny. Tout danger écarté, en souvenir et en signe de remerciement, Maximilien fait ériger à Vienne une église qui s'appellera Votivkirche. Le projet est confié à Heinrich Ferstel, qui donnera à l'édifice ce caractère néogothique qui fascine tant l'archiduc. Maximilien épouse Charlotte à Bruxelles le 27 juillet 1857, puis ils vont en voyage de noces à Venise, où de grandes fêtes sont organisées en leur honneur. Il s'installe peu après à Milan, où Maximilien vient d'être nommé gouverneur du règne Lombardo-Veneto, avec la mission de rétablir l'ordre dans une région enflammée par les guerres d'indépendance du Risorgimento italien. Son arrivée est précédée d'un édit de l'empereur. Cher Feldmaréchal Radetzky, je vous ordonne par voie de grâce d'amnistier tous les individus appartenant au règne Lombardo-Veneto encore détenus en prison pour crimes de haute trahison, lèse-majesté, perturbation de l'ordre public, révolte et insubordination, en supprimant les peines infligées et en ordonnant que les prisonniers soient immédiatement libérés. Dans le même temps, je vous ordonne de supprimer tous les procès en attente dans le règne Lombardo-Veneto pour les crimes cités ci-dessus et de faire sortir de prison les personnes détenues pour ces motifs. La Cour spéciale existant à Mantoue cesse ses fonctions à partir de cet instant et sera aussitôt dissoute. Au bout de 2 ans, Maximilien, jugé trop libéral, est relevé de ses fonctions par son frère. Quelques mois plus tard, la bataille fait rage à Magenta, suivie de la défaite cinglante de Solferino. François-Joseph, à la tête de ses troupes, doit donner l'ordre de la retraite qui se transforme en défaite. Maximilien et Charlotte se réfugient à Miramar. Ils habitent le petit château qui, plus tard, sera destiné aux hôtes en attendant l'achèvement du bâtiment principal. Le couple se consacre totalement au jardin. La construction du jardin avance rapidement et cela me réjouit plus que tout. Le jardinier fait des miracles. Tout est rigoureusement vert et en pleine floraison. En cette belle et tranquille journée, tout montre sa splendeur. En 1860, la veille de Noël, Maximilien et Charlotte prennent possession de leurs appartements au rez-de-chaussée du château de Miramar, meublés selon les conseils de l'archiduc et les propositions des frères Hoffmann. Dans la chambre à coucher, la pièce doit être divisée à mi-hauteur par un balcon et meublée comme la cabine d'un bateau. Les plafonds et les murs doivent être en bois de chêne ou imitation, dans le style anglais traditionnel. Les murs de la bibliothèque doivent être eux aussi entièrement en bois de chêne et richement décorés.
La bibliothèque domine à l'intérieur du château, signe de l'attachement de Maximilien à la culture. Il préfère les sciences aux lettres, bien qu'il montre dans le choix de ses lectures une vive sensibilité poétique. La plupart des ouvrages sont des éditions contemporaines. C'est là qu'il reçoit la visite des officiers de la marine, du baron Revoltella et de son ami Nicolas Botassin, comme lui féru de botanique. Les appartements de Charlotte, revêtus de tissu bleu ciel, se trouvent dans l'aile opposée et sont exposés à l'est. Sa chambre à coucher est celle dans laquelle Maximilien acceptera la couronne du Mexique. Au cours d'une de leurs fréquentes croisières le long de la côte d'Almate, ils découvrent un vieux monastère dans l'île de l'Acroma, près de Raguse. Ils pensent y construire une autre résidence pour se dépayser. Charlotte achète l'île, mais le projet ne verra jamais le jour. Leur vie est scandée par les visites de la famille. Le 18 mai 1861, l'impératrice Élisabeth, épouse de François-Joseph, de retour de l'île de Madère, débarque à Miramar, où l'attend son mari. Maximilien et Charlotte la reçoivent avec tous les honneurs, et l'événement est immortalisé par le peintre Cesare Dell'Acqua. Mais à Miramar, Élisabeth reste la plupart du temps enfermée dans ses appartements. Les hôtes logent encore dans le petit château car les salles de représentation du premier étage du château ne sont pas encore prêtes. Elles seront terminées durant le séjour de Maximilien au Mexique, d'où il continuera de donner des ordres très précis sur l'ameublement. En septembre 1861, lors d'une conversation à Biarritz entre Napoléon III, sa femme Eugénie et le diplomate mexicain José Hidalgo, on prononce pour la première fois le nom de Maximilien comme candidat au trône du Mexique. Benissimo, e dal momento che la proposta è partita da Vostra Maestà, sarà vostro privilegio fare il nome del futuro imperatore del Messico. Oh, vediamo. C'è il principe Albrecht di Ansbach. Oh, ma è protestante, no, non può andare. Per Margravio di Lippe-Detmold. No, troppo vecchio. Massimiliano d'Austria. Oh, ma è un Asburgo, non accetterà certamente. Nemmeno se fosse il popolo messicano ad offrirgli il trono con un plebiscito. Si può provare. Le 3 octobre 1863, la délégation mexicaine présidée par Gutiérrez de Estrada, en visite à Miramar, offre à Maximilien la couronne impériale. Maximilien et Charlotte quittent alors Miramar le 14 avril 1864 sur le bateau le Novara
à la rencontre de leur triste destin. Nella storica data in cui le vostre maestà per la prima volta toccano questa terra, il cuore del popolo messicano è troppo pieno di orgoglio e di gratitudine per pronunciare più di questa parola. Benvenuti. È con un senso di profonda riverenza che noi dobbiamo questa terra, eccellenza. La piena coscienza dei nostri obblighi verso di essa e verso coloro che ci hanno affidato il loro destino. Maximilien ne connaît pas la situation politique et militaire du Mexique. Il s'est fié au jugement des exilés et aux promesses illusoires de Napoléon, mais la réalité est bien différente. La population, en majeure partie républicaine, ne voit pas sa présence d'un bon œil. Maximilien s'établit au palais de Chapultepec, qui se dresse sur une colline entourée d'un grand parc. Il est rénové et relié par une route au palais du gouvernement de la ville de Mexico. Le nouvel empereur a de grandes idées pour moderniser l'État, mais il se heurte à une bureaucratie inerte et à une situation financière désastreuse. Il cherche à conquérir la sympathie de l'opposition qui représente les peones, les paysans mexicains, malgré les protestations des conservateurs qui l'appuient. Même le chef des forces françaises au Mexique, le maréchal Bazaine, lui met des bâtons dans les roues. Lorsque Napoléon III lui retire d'abord son soutien économique, puis son soutien militaire, la situation se précipite et les troupes républicaines s'emparent très rapidement du pays. Io parlo da soldato, c'è una sola cosa da fare: abdicare. Noi non abdicheremo. In questo caso, maestà, addio. Questa corte giudica l'imputato Massimiliano d'Asburgo reo di aver accettato la corona del Messico da una minoranza di traditori, reo di aver usurpato la sovranità al popolo messicano e di aver devastato il territorio, reo di aver intrapreso una guerra di conquista contro la Repubblica, aiutato dai generali Miguel Miramón e Tommaso Mejía. Massimiliano d'Asburgo, è mio dovere di informarla che il Presidente della Repubblica ha respinto la domanda di grazia e che la sentenza sarà eseguita domani mattina all'alba. E i generali Miramón e Mejía? La loro sentenza sarà eseguita contemporaneamente alla sua. Vostra Altezza ha nulla da dire? Dia questo denaro ai suoi soldati, capitano, e dica loro che mirino al cuore. Armas! Preparen! Apunten! Fuego! Nous sommes le 19 juin 1867. À Querétaro, lieu de l'exécution, quelques années plus tard,
Une chapelle est érigée pour rappeler l'événement. Charlotte, qui a sombré dans la folie, vit au petit château pendant quelques mois, puis retourne en Belgique, où elle mourra en 1927. La décoration du château est achevée après le départ de Charlotte pour la Belgique. La salle du trône, que Maximilien n'a jamais vue, est consacrée à la gloire des Habsbourg, avec les portraits de tous les souverains de la maison d'Autriche. En haut, sous une voûte décorée de boiseries à l'anglaise, il y a même une galerie pour les musiciens. Après la mort de Maximilien, Miramar devient la résidence d'été des membres de la famille des Habsbourg. Parmi eux, l'héritier du trône, François Ferdinand, neveu de Maximilien, qui en est l'autre au printemps 1914, peu avant d'être assassiné à Sarajevo. Dans les années 30, après le passage de Trieste à l'Italie, Miramar devient la résidence du duc Amédée d'Aoste, commandant de la première division aérienne stationnée à Gorizia, jusqu'à ce qu'il soit nommé vice-roi d'Éthiopie. En 1943, le château est occupé par les troupes allemandes qui l'abandonnent à la fin de la guerre. Elles sont remplacées par les troupes alliées néo-zélandaises, anglaises et américaines. Ce n'est qu'en 1955, après le retour de Trieste à l'Italie, que le parc et le château de Miramar sont ouverts au public, réalisant ainsi l'ancien vœu de Maximilien.